Danae, Maxime et Pablo, 3 ados et surtout 3 amis qui se connaissent depuis 10 ans. Ils ont grandi ensemble, dans un premier temps sans téléphone portable, même si aujourd'hui cette époque paraît bien lointaine. Va sur YouTube. Ah, c'est pas les deux chats qui s'énervent là. Non, c'est pas. C'est drôle. Oh, on peut mettre ça. Allez, on met ça. Vous pouvez m'aider? Non, mais t'inquiète pas, il pense pas vraiment ce qu'il dit. T'as entendu là, hein? Ça cachiasse. Ça paraît, moi. Il est ballot, hein. T'inquiète pas, je dois y aller en fait. Bon, bah, à une prochaine fois alors. Ouais, c'est ça, salut. Reviens ici, espèce de fils de putois! Tu passes beaucoup de temps Je sais pas du tout, je dirais 4 heures, 5 heures. Ouais, beaucoup de temps, ouais. Je pense comme donner 4 heures. Ados et adultes passent de plus en plus de temps sur leur téléphone portable. Une hyper-connexion de masse qui a modifié nos vies et pousse de nombreux acteurs à partir en croisade contre une technologie jugée trop envahissante. Cette vidéo a fait le tour du monde. On y voit des enfants absorbés par leurs écrans. Si absorbés que quand on remplace leur décoration d'intérieur, leur maman par une parfaite inconnue, ou qu'on opère un changement de frère, eh bien rien. Le monde pourrait s'arrêter de tourner. Ça a touché, je crois. Nous passons de plus en plus de temps devant nos écrans et aujourd'hui chez les ados, c'est avant tout Instagram, YouTube et surtout Snapchat qui ont la cote. Ici, on peut prendre des vidéos en appuyant longtemps. On peut aussi prendre des photos. On peut mettre dans notre story. Donc notre story, ça veut dire que toutes les personnes qu'on a sur Snapchat, elles vont voir ce qu'on a mis. On peut téléphoner. On peut envoyer des emojis et parler normalement comme on fait avec tout le monde. Mais avec Snapchat, on peut surtout envoyer des snaps à ses amis. Un snap par jour et vous gagnez une petite icône en forme de feu et des points qui ne servent à rien. Et toi, fils de putois? C'est par jour. Donc par exemple, là ça fait 459 jours que tous les jours j'envoie quelque chose à Alissa et Alissa m'envoie quelque chose. Et c'est quoi? C'est une photo, c'est du texte, c'est n'importe quoi? Non, ça doit être une photo et une vidéo. Et sous forme de snap, donc sous cette forme. Donc par exemple là, bon, par exemple là, ça c'est un feu. Ça c'est un feu à Pablo. Si un jour on oublie d'envoyer un snap, on perd d'un coup tous ses feux et ses points, de quoi se relever la nuit. À l'école. Par exemple, il y a une fois, je me suis dit, ah ouais, là, je vais arrêter les feux, je vais aller me coucher, et puis je vais laisser ça, et puis ça sert à rien de le faire. Et puis je me lève en pleine nuit, je me dis, ah ouais, quand même, c'est nul, je vais pas les perdre à ce moment. Et du coup, je prends mon téléphone, je envoie un petit snap, et puis c'est reparti, je dors bien. C'est un peu comme les bonbons, genre. Il y a quelque chose qui nous donne envie d'en reprendre, mais là... C'est vraiment nul, mais c'est cool. Je sais pas comment expliquer ça. Nul et cool, nous sommes nombreux à faire ce constat et pourtant on y retourne. Que ce soit avec ce jeu quasiment préhistorique ou avec les derniers réseaux sociaux à la mode, on retrouve les mêmes mécanismes. Explication avec ce spécialiste de l'hyperconnexion. Le cerveau humain, il est mécanique, mais il est complexe, mais pas forcément très évolué dans le sens où il n'a pas besoin de grand-chose pour se sentir valorisé. Il suffit d'une petite bouillie de pixels sur un écran, un petit son, une petite musique pour qu'on se sente valorisé et que ça fonctionne. Par exemple, une photo que j'ai prise moi, si je la poste sur un réseau social, c'est qu'elle me plaît. Donc elle dit quelque chose de moi, c'est-à-dire je suis en train de dire aux autres, voilà, ça c'est ce qui m'intéresse moi, voilà une partie de moi que je vous dévoile. Donc, si j'obtiens des likes, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit cœur rouge, un petit son qui fait que ça suffit pour me dire tiens, ce que j'ai fait mérite de l'intérêt. Gagner des points en jouant, obtenir des likes ou des feux sur les réseaux sociaux, recevoir un mail ou une notification. À chaque fois, cela active le circuit de la récompense dans notre cerveau. Son rôle, favoriser les comportements utiles à la survie, comme s'alimenter ou faire l'amour. 2 zones de notre cerveau sont connectées par la dopamine, l'hormone du plaisir, de la recherche de la récompense à la satisfaction, et ainsi de suite, comme dans une boucle. T'as vu l'info?
J'ai vu Guy Birnbaum. Bonjour Guy. Cette recherche frénétique du plaisir et de la récompense numérique fait aussi des victimes illustres. C'est le cas de Guy Birnbaum, ancien chroniqueur vedette à Europe 1 ou France Info. La solution. Alors on est page 14 dans le Figaro ce matin. Ceux qui l'ignorent vont apprendre que les réseaux sociaux sont source d'anxiété pour les plus jeunes. Nous l'avons retrouvé à Paris 4 ans après une grosse dépression, due notamment aux réseaux sociaux. J'étais connecté du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Ça veut dire les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout. Absolument tout, Instagram, etc. On a fini par, après avoir fait les check-ups nécessaires, par comprendre qu'il y avait là quelque chose de proprement psychologique. Alors on ne fait pas une dépression parce qu'on est trop connecté, mais en revanche on est probablement, avec le trop de connexion, dans un symptôme qui peut être explicatif de tout un tas de malaises. Et pour moi, c'était une vraie dépression. Et donc, j'ai eu, à ce moment-là, on est en 2014, environ 2-3 mois de totale incapacité professionnelle. Vraiment. À plat complet. Ah, mais à plat complet. À plat comme les écrans de nos smartphones, ces derniers nous imposeraient une dictature du temps réel et une activité un peu schizophrénique. Nous sommes en permanence sursollicités. Il y a ce qu'on appelle les notifications. Tout le monde, je pense, beaucoup de gens qui nous regardent ont des smartphones. Ils savent bien que ça fait ding quand il y a un mail, ça fait dong quand il y a une notification Twitter, ça fait bouf bouf quand il y a un Facebook, etc. Moi, j'ai retiré toutes mes notifications pour être tranquille et je choisis, je refuse d'être esclave d'un objet qui va vibrer ou faire des bruits dans ma poche pour me dire hop, 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 il faut tout de suite que tu ailles regarder. Développer des applications, c'est justement ce que fait Jérémy Fontana à Lausanne. Il le sait, on fait souvent le parallèle entre les développeurs et les vendeurs de drogue. Question de champ lexical quand on parle d'expérience et d'addiction, par exemple. J'essaye de rigoler de ça et c'est vrai que c'est un ami, Aral, qui parle de ça et qui dit souvent que dans le monde, il y a seulement 2 métiers qui parlent d'utilisateurs. Ce sont les dealers de drogue et les concepteurs d'applications. Et c'est vrai qu'il y a ce parallèle-là et cette métaphore qui est assez perturbante et intéressante à la fois. Si perturbante qu'un mouvement de repentance semble gagner certains dealers illustres de l'économie numérique. En quelques clics, on tombe ainsi sur l'inventeur de l'addictive option Refresh qui fait acte de contrition, ou sur le créateur du bouton Like qui déclare regretter amèrement le monstre qu'il a créé, ou encore sur Tristan Harris, ancien ingénieur chez Google et initiateur de ce mouvement de repentance. I don't know a more urgent problem than this because this problem is underneath all other problems. It's not just taking away our agency to spend our attention and live the lives that we want. It's changing the way we have our conversations. It's changing our democracy, and it's changing our ability to have the conversations and relationships we want with each other. And it affects everyone because 1 billion people have one of these in their pocket. Jérémy Fontana nourrit quelques doutes sur la sincérité de ce repentir, et il n'est pas le seul. C'est une bonne chose dans l'absolu, mais je suis assez mitigé quand même sur ce discours parce que les personnes ne remettent pas forcément en cause le modèle premier de la Silicon Valley, le business model, et sans rentrer trop dans la politique, mais voilà le modèle un peu ultra-capitaliste de ces applications. Pour se protéger, Jérémy garde son téléphone sous silencieux. Il a désactivé les notifications et n'utilise plus Facebook, par exemple, car il connaît les dérives possibles de son métier et ceux qui en découlent. Mastodonte, il y a beaucoup de responsabilités en fait dans le design qu'on fait, que ça peut amener beaucoup de bonheur, beaucoup de puissance, d'impact et des choses très très intéressantes, mais aussi on peut mettre des gens en danger par un mauvais design malheureusement. Et c'est même dans une application ou un réseau social ou autre. Donc c'est important justement de communiquer là-dessus et de faire prendre conscience aux gens. Ouais. Communiquer et opter pour les applications les moins intrusives possibles comme Mastodon, la star des applications dites éthiques. What is Mastodon? Il s'agit d'une alternative à Twitter en moins intrusif, plus indépendant, sans censure ni collecte de données privées. Reste que Twitter, c'est 260 millions d'utilisateurs, alors que Mastodon, à peine 700 000. Un autre monde numérique et des applications plus éthiques sont donc possibles, mais on en est encore loin. Pourtant, il se passe quelque chose. La preuve à Interlaken, il y a quelques mois, une conférence de 2 jours aux aires de Davos, question bascule numérique, qui réunissait grandes entreprises multinationales et acteurs innovants du secteur.
des centaines de participants et une vingtaine d'orateurs, parmi lesquels Laura Kalbag, grande militante des technologies respectueuses de l'humain et créatrice d'un manifeste pour le design éthique. They were using data such as status updates, the likes and reactions, and in some cases even private messages. Le scandale des données partagées par Facebook venait alors d'éclater et Facebook ne serait pas un cas isolé. On entend beaucoup de choses sur les informations que Facebook collecte. Mais il faut réaliser que la grande majorité de sociétés fait exactement ça. Snapchat et YouTube, par exemple. Ce sont aussi des services gratuits, mais on les paye quand même en livrant nos informations. Vous êtes le produit et on vous monnaie. Face à ce constat, pour Laura c'est clair, les temps sont mûrs pour des technologies plus éthiques. Je pense que tout spécialement en ce moment, il y a une grande opportunité à saisir pour proposer des alternatives éthiques, tout en gagnant de l'argent avec cela. Très probablement pas autant que Facebook ou Google, et d'ailleurs on n'a peut-être pas envie d'atteindre de telles tailles. Mais il y a une opportunité pour se faire une place en tant qu'acteur qui agit différemment. Ce ne sont pas des paroles en l'air. En ce moment, Laura travaille justement avec la ville de Gand en Belgique pour y implanter un réseau social alternatif à Facebook. T'en souviens quand on avait vu des gens ils étaient à poil, ils bronzaient. À Genève, nos 3 ados ne sont pas prêts d'abandonner Snapchat ou YouTube. Et finalement, ce n'est peut-être pas si grave que ça. C'est juste que les choses changent. C'est peut-être un nouveau mode de vie, parce qu'avant, les gens se croisaient, ils se disaient bonjour. Puis maintenant, ils se croisent, ils se disent bonjour sur Insta. Mais parce qu'on voit qu'il est par la géolocalisation ou je sais pas. Non mais moi je me souviens avant quand j'étais petit, quand les gens ils lisaient le journal dans le tram. Puis maintenant ils lisent Le Monde sur l'application. C'est en fait ils font la même chose mais différemment. C'est pas, je trouve pas ça mal, je trouve pas ça bien. C'est quelque chose de nouveau. Non, là il y a un moment où vous étiez parti de ce là. Ouais, genre